La France ferme officiellement son ambassade au Niger jusqu'à nouvel ordre. Paris, le Figaro, aujourd'hui, je viens d'apprendre la nouvelle, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'article, en tout cas, du Figaro dit que Paris et Niamey entretiennent des relations exécrables depuis le coup d'État militaire en juillet dernier et le renversement du président Mohamed Bazoum. L'ambassade de France au Niger, dont Paris avait annoncé la fermeture peu avant Noël, est officiellement close jusqu'à nouvel ordre et poursuivra ses activités depuis Paris, a annoncé mardi le ministère des Affaires étrangères français. L'ambassade de France au Niger est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. En effet, depuis 5 mois, notre ambassade subit des graves entraves, rendant impossible l'exercice de ses missions. Waouh! Quel genre de mission donc? C'est la question que je me pose. Et pourquoi est-ce que les relations sont exécrables? Voilà des choses que le média ne veut pas exposer aux yeux du public. On utilise toujours des mots un peu compliqués pour que le citoyen ou la citoyenne normale ne puisse pas comprendre justement les toiles qui sont ficelées derrière ces mots. Quelle mission? Blocus autour de l'ambassade. Ah, tiens, blocus autour de l'ambassade. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu blocus? L'article dit restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger. Mais pourquoi est-ce qu'il y a refoulement diplomatique de tous les personnels? Ça, on ne nous dit pas. Selon une déclaration du Quai d'Orsay. Bon, je vais mettre l'article dans les commentaires et tu pourras aller le lire. L'article continue. Bon, la fermeture d'une ambassade, mesure extrême rare, avait été décidée en parallèle au retrait des derniers soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte antiterroriste. Ah bon, vraiment? Vous êtes là dans le cadre de la lutte antiterroriste? Bon, bref. Et du blabla, tu vois, c'est toujours la même chose, toujours le même refrain avec ces articles. Mais déjà, avant toute chose, ce qu'on va faire, nous, on va essayer de prendre de la hauteur. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on en revient à pouvoir faire un blocus autour de ces soi-disant personnels, de ces soi-disant militaires ou bien de ces soi-disant diplomates qui viennent justement pour aider le Niger dans son combat contre les terroristes. Comment ça s'est fait? Donc, quelqu'un vient t'aider et bizarrement, on te dit non, de ne pas, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton aide. On ne veut pas de ton aide. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut savoir que depuis l'ascension du président, de l'ex-président de CHU, Mohamed Bazoum, le Niger a constaté que Mohamed Bazoum ne respectait plus la Constitution. Or, d'après la Constitution dit que dans le cadre de la Constitution du Niger, le Conseil constitutionnel, en dernier recours, peut arbitrer des questions qui relèvent de la compétence du chef de l'État et qui seraient pas constitutionnelles ou seraient constitutionnelles, c'est les militaires. C'est la Constitution qui le dit. Je suis parti le relever. Ce n'est pas moi qui le dis. Le 26 juillet, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le 26 juillet 2023, les militaires ont pris donc leurs responsabilités historiques et constitutionnelles. Les militaires décident de ramener l'ordre constitutionnel. Non, tu pourrais me dire, que reproche, qui reproche-t-on à l'ex-président de Chi, Mohamed Bazoum? Au début de cette année, Monsieur le Président, vous avez annoncé que des discussions étaient amorcées avec certains djihadistes. Alors concrètement, est-ce que cela donne des résultats sur le terrain? Est-ce la raison pour laquelle il y a une certaine accalmie apparemment dans votre pays? Et est-ce grâce à ce dialogue que la religieuse américaine Sue Ellen Tennyson a été libérée le 29 août dernier sur votre territoire? Oui, nous avons affaire à des jeunes bergers qui sont engagés dans
ce phénomène qui est plus du banditisme au fondement alimentaire qu'autre chose. Et leurs agissements ont un grand impact sur la cohabitation entre les communautés. Puisque nous ne pouvons pas nous adresser à eux pour en faire des partenaires politiques avec lesquels nous pourrions avoir une discussion politique d'un niveau élevé, nous avons privilégié les contacts à la base qui associent des représentants des communautés pour expliquer, dans le cadre de la mission de la haute autorité à la consolidation de la paix, que le plus important, c'est d'abord que les communautés s'entendent entre elles, qu'il n'y ait pas de tension entre elles. Nous faisons ce travail-là. Mais excusez-moi, Monsieur le Président, pour obtenir la libération d'une religieuse américaine, il faut parler avec des chefs djihadistes. Non, nous n'avons pas parlé avec les chefs, si tant est qu'il y en ait, au sens où vous l'entendez. Nous avons parlé avec des sous-chefs avec qui nous sommes en contact permanent pour leur expliquer qu'ils n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils font. Et ce travail-là, nous le maintenons. Il ne donne pas des résultats spectaculaires, mais il crée des conditions d'une accalmie entre nous, entre notre armée et eux, d'une part, mais surtout au sein de communautés. On sait, vous l'avez répété ici à New York, que l'éducation pour vous est fondamentale. Là, vous parlez de faire revenir des jeunes dans le droit chemin, mais avec la démographie galopante que connaît votre pays, on sait que beaucoup de jeunes sont plus tentés peut-être par une traversée de la Méditerranée ou rejoindre le djihad. Que fait-on vraiment pour les retenir au-delà des beaux discours ? Au Niger, nous n'avons pas de jeunes qui sont candidats pour traverser la Méditerranée. On le sait depuis longtemps, cela. C'est dû tout simplement à leur faible niveau d'éducation. Il faut donc en urgence agir pour promouvoir l'éducation et faire en sorte qu'elle bénéficie aux populations qui en ont été le plus exclues, que sont les populations pastorales. Ça, c'est un investissement qu'il faut envisager pour des résultats à long terme. Dans l'immédiat, il y a beaucoup de choses à caractère économique à faire pour fixer les populations. Et il y a enfin la sécurité à leur assurer. Et il y a surtout le rapport de force qu'il faut créer contre tous ces acteurs de cette violence qui ne prospèrent que parce que justement, ils peuvent faire certaines choses de façon impunie. Et pour cela, il faut une armée, il faut un État et il faut des institutions. C'est ce que nous faisons au Niger. En juillet dernier, la CEDEAO a levé les sanctions économiques et commerciales contre le Mali. On sait que vous étiez plutôt pour le maintien de ces sanctions. Mais juste après cette décision de clémence, les militaires maliens ont arrêté 49 soldats ivoiriens présents au Mali en les traitant de mercenaires. Est-ce que ces sanctions ont été levées trop tôt? Est-ce qu'il faut les rétablir? Je ne peux pas répondre à cette question. Je déplore le fait que ces soldats de Côte d'Ivoire aient été arrêtés par les autorités du Mali. Je trouve ça totalement absurde. Les propos à l'occasion de nos réunions de la CEDEAO du président Ouattara résonnent encore dans mes oreilles. Il parle du Mali avec beaucoup d'affection. Et il a été pour beaucoup dans la levée des mesures de sanctions prises par la CEDEAO. Alors que vous étiez plutôt contre, vous. Je constate aujourd'hui qu'il est payé par l'ingratitude de ceux qui ont tiré profit de cette décision de lever de l'embargo à laquelle le président Ouattara avait grandement contribué. Il s'estime trahi? Oui, je considère qu'il a été trahi, moi aussi. Monsieur le Président, depuis le départ de Barkhane du Mali, ce sont les forces maliennes, les FAMA, avec la société russe Wagner, qui mènent le combat contre les terroristes. Alors, est-ce qu'ils font mieux tout d'abord que la France? Et notamment, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils agissent dans le nord-est, qui est frontalier avec votre pays? La situation
dans la région de Ménaka, c'est totalement dégradé depuis le départ de Barkhane. Depuis la fin du mois de mars, les terroristes ont conquis des territoires encore plus vastes, ont tué plus de personnes et ont créé une tension entre les communautés comme cela ne s'est jamais passé. Les forces armées maliennes serraient à Ménaka, elles y serraient avec leurs supplétifs russes, mais je constate que cela n'a pas empêché que la situation se dégrade davantage. Mais vous utilisez le conditionnel parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles y soient. Non, elles sont à Ménaka. On dit qu'elles sont avec les Russes. Ça, j'utilise le conditionnel. Et qu'elles soient là-bas avec les Russes ou qu'elles soient sans les Russes, la situation à Ménaka s'est dégradée. La situation à Gao aussi est en train de se dégrader. Et jamais la tension entre les communautés Peul et Touareg n'a été aussi vive qu'aujourd'hui. Et il y a des risques de massacre entre ces communautés à grande échelle. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif de faire partir les Français. Nous aurions pensé que, après tout ce qu'on a dit des Français, on ferait autre chose que ce qui peut donner lieu à une dégradation de la situation telle que nous l'observons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le drapeau djihadiste pourrait bientôt flotter sur Ménaka et sur Gao? Sur Ménaka, c'est très probable. En tout cas, je suis convaincu que l'IGS compte attaquer Ménaka. Est-ce que ce sera pour y rester? Ce n'est pas leur mode d'action que de rester dans des localités importantes comme Ménaka. Et ils n'ont jamais eu de vocation à administrer quoi que ce soit. Mais ils sont militairement capables d'attaquer Ménaka. Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer Gao aujourd'hui? Non, je ne le pense pas, mais autour de Gao, ils ont réalisé de grandes avancées. Alors, comme le Mali, le Burkina Faso est en grave difficulté face aux djihadistes, et pourtant vous venez de recevoir à Niamey le chef des militaires putschistes, le colonel Damiba. Vous envisagez un accord de défense entre vos deux pays. Est-ce à dire qu'à Bamako, ce sont des mauvais putschistes et à Ouagadougou, de bons putschistes? Non. Vous savez, nous avons traité les militaires maliens comme nous traitons les militaires burkinabés en ce moment. Souvenez-vous, quand c'était le président Bandao, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Et nous avions des relations tout à fait normales avec eux. C'est lorsqu'ils ont fait le deuxième coup d'État et qu'ils ont décidé que les élections ne sont pas une priorité, qu'ils se sont écartés des engagements. Notre vœu aurait été que nous coopérions de la même façon que nous le faisons avec les Burkinabés. Ils sont nos voisins. Il y a une situation de fait que nous avons prise en compte et qui commande justement que nous coopérions pour que nous nous protégions mutuellement, que nous nous renforcions mutuellement et que nous nous renforcions contre nos adversaires qui sont les mêmes. Et si les putschistes de Guinée-Conakry maintiennent leur calendrier d'une transition de 3 ans, est-ce qu'il faut envisager de lourdes sanctions de la CEDEAO, comme le préconise son président en exercice, le président Embalo de Guinée-Bissau? Ils ne sont pas à l'UEMOA, ils ont une façade maritime. Les sanctions les plus fortes qui peuvent être prises sont des sanctions justement de fermeture de frontières qui les concernent qu'en partie et des mesures à caractère monétaire qui ne les concernent pas du tout. C'est parce que les militaires guinéens savent cela qu'ils ont le comportement que nous observons depuis toujours, qui consiste à ne pas être un tant soit peu coopératif avec la CEDEAO, comme s'ils n'en ont jamais été membres ou qu'ils n'entendent plus en être membres. Mais des sanctions sont possibles et qu'elles seront probablement prises si le dialogue que nous avons engagé contre eux n'évolue pas. Et oui, justement.
les terroristes sont mieux aguerris que nos propres soldats. Un chef de l'État, chef des armées suprêmes, fait l'apologie en vantant la suprématie des terroristes par rapport à ses propres militaires qui, soi-disant, ne sont pas bien outillés, ne sont pas mieux armés. On comprend que là, il y a anguille sous roche. Tu vois. On avait, avant le 26 juillet, comme tu viens de le voir à Niamey, un chef d'État qui violait impunément la Constitution. Ces derniers se permettaient de signer des accords militaires avec les puissances étrangères. Voilà pourquoi est-ce que le Quai d'Orsay dit que blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements des agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger. Blocus. Interdiction, restriction des déplacements. Donc, le président Bazoum s'est permetté de signer des accords avec les militaires, les puissances étrangères, sans que le Parlement nigérien soit convoqué tel que prévu par la Constitution. Dans le cas où la Constitution est violée par les plus hautes autorités du Niger, c'est les autorités militaires qui viennent ramener l'ordre constitutionnel. La situation des violations graves de la Constitution stipule qu'il y a dégradation. Et dans le cadre, justement, des signatures d'accords qui ne passent pas par le Parlement, c'est considéré comme de la haute trahison. Je répète, la situation des violations graves de la Constitution stipule qu'il y a dégradation. Et dans le cadre des signatures d'accords qui ne passent pas par le Parlement, c'est considéré comme de la haute trahison. Malheureusement, ça a été le cas pour l'arrivée des forces militaires françaises, les forces militaires des Takuba, les forces militaires de l'opération Barkhane sur le sol nigérien. Parce que le président Mohamed Bazoum a unilatéralement décidé de ramener des contingents militaires sur le sol nigérien sans pour autant consulter le Parlement. Maintenant, d'où vient alors cette force militaire Barkhane? Takuba, elle provient du Mali. Suite à leur expulsion du Mali, j'avais déjà fait des vidéos qui parlent justement de la crise entre le Mali et la France. Donc, au lieu que la France prenne ses enfants qui sont expulsés du Mali et les ramène chez eux à la maison, que fait la France? La France dit, niet, nous n'allons pas quitter. La France décide avec M. Bazoum, écoute, on vient d'être chassé par tes voisins, mais ce qu'on va faire, moi je vais stationner mes enfants dans ta frontière, hein, proche de la frontière malienne. Comme ça, j'aurai toujours un regard sur ce qu'il fait dans sa maison. Mais M. Bazoum, comment est-ce possible de stationner des militaires étrangers dans votre pays sans pour autant consulter le Parlement? Ben, tu comprends que maintenir Bazoum au pouvoir était considéré comme rompre l'ordre constitutionnel. C'était adouber l'illégalité. Bazoum était l'incarnation de l'illégalité au sommet de l'État nigérien. Les militaires vont donc ramener l'ordre constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il quand le Niger revient dans l'ordre constitutionnel? Parce que c'est ça dont il s'agit. Il y a un problème. Ceux qui avaient intérêt à ce que les Nigériens vivent dans une rupture de l'ordre constitutionnel vont donc arguer le contraire et vont donc commencer à intimider les militaires dans leur rôle constitutionnel. C'est comme ça, en tout cas, c'est comme ça que malgré les menaces et surtout les soutiens massifs de la population nigérienne, chose qui n'a jamais été constatée auparavant depuis que le Niger est Niger, la population nigérienne du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'est tous unis pour soutenir le général Abdourahmane Tiani, qui est justement venu arrêter la forfaiture du président déchu Mohamed Bazoum. Maintenant, qui motivait Bazoum de rester dans la rupture de l'ordre constitutionnel? Comme on l'a vu dans l'article,
C'est là que les choses deviennent intéressantes. Un, on a l'empire du mensonge, que tu connais déjà. Je ne vais pas citer les noms, sinon YouTube va faire sauter ma chaîne. Mais pourquoi? Eh bien justement, l'empire du mensonge utilisait Bazoum comme élément de déstabilisation de la sous-région, comme nous l'a montré les dernières interviews qu'on vient de voir ici sur le média français de M. Bazoum avec, comment on appelle ça, comment il s'appelle encore? Bazoum face à la radio des fausses informations. Et voilà, RFI, très bien, RFI. Où il déclarait que d'ici même 2023, ça sera le chaos dans le nord du Mali. Il précise même que les terroristes vont attaquer à partir du village de Minaka. C'est Bazoum qui a donné cette interview, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il était le porte-parole. En gros, il était comme le messager, le porte-parole des terroristes qui menaçaient son propre pays, en fait. Si c'était son pays, bien sûr. Il va même jusqu'à se moquer des militaires de son pays. Si c'est le cas, bien sûr, il dit « Nos militaires sont incapables de résister face à la fougue des terroristes. Ces terroristes sont mieux aguerris que nos militaires. » Un chef des armées, un chef d'État qui, en gros, il dit je suis incapable d'assurer la sécurité de mon pays parce que mes militaires ne sont pas bien formés. Un chef de l'État qui se prononce ainsi. L'empire des mensonges utilisait son acolyte. On a deuxième élément, c'est qui? C'est la CEDEAO. Pourquoi? Pour s'aimer les troubles du pouvoir constitutionnel installé par le général Abdourahmane Tchani. Le général et toute son équipe ont lutté pendant des mois et jusqu'à aujourd'hui face aux sanctions illégitimes, inhumaines, dégradantes, criminelles, génocidaires de la CEDEAO. Et c'est ainsi, durant cette lutte, que va être créée maintenant l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour d'abord une lutte sécuritaire des trois pays. Sécuriser d'abord, refouler, en finir d'abord avec la question sécuritaire dont font l'objet ces trois pays suite à la déstabilisation, je dis bien des terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique qui avait été sponsorisé par l'OTAN et l'Union européenne et l'ONU lorsqu'ils ont décidé justement d'assassiner M. Muammar Kadhafi. C'est d'où viennent les sponsors de ces terroristes. Aujourd'hui, l'Empire du mensonge annonce, comme tu viens de l'entendre, que la fermeture de son ambassade. Mais dans quel contexte, justement? Déjà, la mort de la CEDEAO, parce qu'on s'est vite aperçu que l'AES, l'Alliance des États du Sahel, n'est pas qu'une alliance sécuritaire, mais ça va aussi aboutir à une confédération, voire même aboutir à une alliance monétaire, économique. Et ça fait craindre la CEDEAO, parce que la CEDEAO, il est déjà sur le gouffre de la mort. En gros, la CEDEAO est sur la guillotine déjà enchaînée et on attend que juste le coup de massue pour pouvoir justement passer à l'acte. Les nouveaux pouvoirs, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les nouveaux pouvoirs, le gouvernement du général Abdourahmane Tchani va convoquer l'ambassade de la France pour s'expliquer par rapport aux militaires français qui ont désobéi justement au couvre-feu qui avait été instauré au Niger pour la sécurité du pays. L'ambassadeur refuse de répondre à l'invitation, estimant qu'il n'a pas d'ordre à recevoir des militaires parce qu'il ne reconnaît que le président de Chi, Mohamed Bazoum. Le nouveau pouvoir lui demande donc, OK, comme tu ne veux pas répondre à l'invitation, alors nous te demandons de quitter le pays sous 48 heures. Et que passé ces délais, tu seras arrêté pour infraction, pas en ordre de séjour, et en plus, tu seras considéré comme migrant en situation d'irrégularité sur le sol nigérien. Il refuse malgré tout et on les déclare personne non grata. Les populations nigériennes vont prendre d'assaut l'ambassade de France à Niamey. L'ambassadeur Sylvain Ité, dans sa lettre, disait qu'il a été traumatisé. Il avait peur. En gros, qu'il chiait sur son froc. La population nigérienne a encerclé l'ambassade et les bases militaires françaises. Rien n'entrait, rien n'est sorti. Pas de carburant, pas d'eau,
ni quoi que ce soit. Interdiction formelle à tous les commerçants nigériens de vendre quoi que ce soit au personnel de l'ambassade, ni à tout personnel à tout personnel des bases militaires françaises. Interdiction formelle aussi aux femmes ouya ouya là qui venaient en gros livrer leurs prestations sexuelles avec le personnel de l'ambassade ou bien les militaires français, et aussi interdiction tout. L'ambassadeur Sylvain était à l'agonie. Et puis il sonna à l'Élysée pour qu'on vienne le chercher urgemment et le ramener en France parce qu'il ne voulait pas mourir dans le désert. Finalement, l'Empire du mensonge a compris qu'il fallait acter justement cette rupture et a envoyé un avion pour ramener l'ambassadeur Sylvain Ité et puis tous les contingents et tous les restes des militaires, dont certains justement sont partis justement avec un convoi des camions pour aller justement se stationner encore au Tchad. Regarde-moi ça. On te chasse du Mali. Tu dis que tu ne veux pas retourner en France et puis, boum, tu viens au Niger. Mais au Niger, on te chasse encore. Au lieu de retourner chez toi à la maison, non, tu prends qu'est-ce que tu veux, tu vas encore stationner au Tchad. Mais au Tchad, qu'est-ce qui va t'attendre encore là-bas? Ça sera encore le même problème. Franchement, je ne comprends pas les Français. En gros, ça veut dire qu'ils ont plus d'intérêt dans le Sahel que la France. Mais pourtant, ce sont eux qui nous vendent dans le média comme quoi la France c'est le paradis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, l'empire du mensonge impose au Niger maintenant un autre ambassadeur pour remplacer le précédent Sylvain Ité. Mais le Niger dit niet. Nous n'en voulons pas. Macron a proposé 2 noms pour remplacer Sylvain Ité. Mais les nouvelles autorités en place disent que vous n'êtes pas les bienvenus tant que la sécurité de notre pays n'est pas à l'ordre du jour, tant que la sécurité de nos frontières n'est pas rétablie, tant que nous n'en aurons pas fini avec la question des terroristes, aucun partenariat avec l'étranger. Et puis, soudain, un dernier événement va venir justement clouer l'histoire, va venir justement marquer justement le schisme. C'est justement les 4 agents de la DGSE arrêtés au Burkina Faso. 4 agents qui disent qu'ils sont des informaticiens au service des affaires étrangères français. Mais bizarrement, on trouve dans les ordinateurs des plans de l'ambassade, des plans de la présidence, des photos détaillées de l'ambassade de France au Niger et au Burkina Faso, y compris les plans, les photos de la présidence des 2 pays. Après interrogation, il déclare que non, ce sont juste des photos touristiques. Tiens, bizarre, photos touristiques. OK, mais est-ce que les présidences, la maison présidentielle de ces 2 pays font partie des lieux touristiques? Nous nous interrogeons, mais moi aussi je m'interrogeais. Hein. Bon, OK. Admettons que la présidence du Niger ou bien du Burkina Faso soit un lieu touristique, mais que faites-vous alors, vous simples informaticiens, avec des plans de l'ambassade de 2 pays? Comment vous, simples informaticiens, avez ces plans? Et c'est là où justement l'histoire s'est gâtée. Parce que cela a montré aux autorités nigériennes que le chien ne changera jamais sa position de s'asseoir. Ce qui veut dire que l'empire du mensonge, il a toujours vécu du vol, mensonge, massacre, meurtre, terrorisme, corruption, déstabilisation, arnaque, ne changera jamais son modus operandus parce que ça fait partie de ses gènes, parce que c'est sa nature. L'Élysée ayant constaté justement que l'affaire était très grave, ils ont anticipé pour ne pas justement perdre la face devant la communauté internationale sur son implication dans la déstabilisation du Niger. L'Élysée s'est précipité pour faire un communiqué que nous venons de lire ici, et comme quoi nous fermons notre ambassade parce que les conditions ne sont pas réunies pour un partenariat serein. Donc, en gros, un argument simplement juste pour pouvoir nous endormir, en fait. Voilà le sens de la communication de l'Élysée sur la fermeture justement de l'ambassade de France au Niger. La France est ridiculisée. Macron est devenu tout petit.
Madame Colonna, la ministre des Affaires étrangères, est dans le désarroi total. Maintenant, l'histoire ne prend pas fin, attention, parce que justement, c'est maintenant que les choses deviennent très, très intéressantes et que c'est maintenant que le peuple nigérien doit redoubler de vigilance parce que l'Empire du mensonge a sorti une nouvelle carte, une carte des jokers. L'Empire du mensonge a envoyé dernièrement ses partenaires européens comme l'Allemagne, l'Italie et autres pour renouer des partenariats. Je l'ai dit dans une vidéo où je m'adressais par rapport au cas du Maroc. Personne ne va jamais venir vous dire que non, vous me faites peur. Personne ne va jamais venir vous dire que non, j'ai des problèmes dans mon pays, mais par contre, j'ai besoin de ce que toi tu as dans ta maison, là, peut-être la belle fille qui est dans ta maison, qui me plaît bien, je veux l'épouser, tout et consort, parce que, voilà, mais il ne viendra jamais te parler de ses problèmes. Il viendra plutôt louer, vanter ce que tu as comme fille, ce que tu as des beaux dans la maison, dans le but d'avoir la même mise dessus. Et qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument? C'est toujours quoi? Des projets économiques. Construction du hôpital militaire. Depuis tout ce temps-là, tu n'avais pas ça. C'est maintenant que tu vas venir construire l'hôpital militaire. Les bases militaires américaines sont encore sur les sols nigériens. Et on sait que l'empire du mensonge n'est qu'un paravent instrumentalisé par l'oncle Sam. Tu connais déjà les noms. Je ne vais pas dire sinon YouTube là, parce qu'il faut maintenant se méfier. L'empire du mensonge n'existe que si la véritable géopolitique derrière elle-même est activée. Et derrière l'empire des mensonges, c'est l'oncle Sam. Et l'oncle Sam, c'est celui qui met en mission l'empire des mensonges, l'Allemagne et tous les pays européens qui viennent avec des discours à l'eau des roses. Maintenant, la question que moi je me pose et que je voudrais que toi tu me répondes, que tu me dises, qui doit faire maintenant le nouveau pouvoir en place, le gouvernement du général Abdourahmane Tchani face au valet de l'oncle Sam et l'oncle Sam lui-même, qui a encore des bases, je répète, des bases militaires stationnées au Niger. Comment doit-il se comporter face à ça? Sachant que c'est l'oncle Sam qui commissionne à ses valets l'Empire du mensonge, l'Union européenne et autres pour justement aller déstabiliser ces pays. Comment est-ce qu'il devrait se comporter justement? Qu'est-ce doit faire justement le gouvernement Abdourahmane Tchani? Je voudrais que tu me le dises dans les commentaires. Et avant de quitter, je voudrais que tu likes et que tu partages cette vidéo, que tu actives la cloche de notification pour être informé de nombreuses vidéos qui parlent des géopolitiques comme celle-ci. En plus de cette thématique, nous avons aussi des thèmes sur les relations hommes et femmes, business, entrepreneuriat, investissement, développement personnel, tous ces thèmes qui vont te permettre justement de t'éduquer et enfin te permettre d'avoir justement des choix judicieux qui vont te permettre de réussir ta vie. Et pour réussir ta vie, regarde dans la barre de description, tu as tout ce qu'il faut qui va te permettre justement de pouvoir commencer déjà à poser les bases, les premières actions. Nous sommes en 2024, 2023 est passé, 2023 ça a été très très difficile, on ne se plaint pas. Mais on apprend pour nous permettre justement d'être au bon endroit et au bon moment lorsque les opportunités vont se présenter. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.